Alors, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Vous allez réentendre des trucs. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, Dr. Vincenzo. Je vais vous appeler comme ça. Je vais vous faire digérer, je vais la refaire en français. Je vais essayer de résumer, parce que c'est complexe, il l'a dit, c'est un important système de régulation. Puis pourquoi je m'intéresse à la pratique en cannabis médical? Bien, c'est parce qu'on aide un système endocannabinoïde à se rééquilibrer. Et il y a une implication dans beaucoup de conditions cliniques. Donc, on ne traite pas un symptôme, on ne traite pas une condition, on redonne un équilibre à un système de modulation. C'est extraordinaire parce qu'on aide, comme c'est impliqué partout dans le corps, c'est multisystémique, mais quand on traite avec des cannabinoïdes, bien, on améliore plusieurs symptômes et surtout la qualité de vie de nos patients. Alors, divulgation de mes conflits d'intérêts, comme je suis médecin, je ne vois pas bien, mais en tout cas, comme je suis médecin, bien, je présente pour des compagnies, je dois divulguer tout ça. Je suis propriétaire de clinique privée au Québec. Ça fait 25 ans que je pratique. Effectivement, j'ai un background en recherche, donc c'est pour ça que je m'intéresse à des choses un peu plus complexes. Je me pose beaucoup de questions au niveau science. J'ai parti mes cliniques privées il y a 10 ans maintenant. Et je pratique en cannabis, je veux dire, je prescris du cannabis ou j'autorise les cannabinoïdes à titre thérapeutique depuis à peu près 8 ans. Donc, on a bâti une expérience et cette expérience-là, je vais vous en discuter aujourd'hui, je vais vous en parler parce que c'est important. Vous allez voir, on a constaté les effets bénéfiques. Alors, on parle d'expérience clinique, on parle d'observation clinique encadrée, surveillée. Donc, on le fait bien avec une rigueur scientifique derrière. Alors, le système endocannabinoïde, je vais passer assez vite parce que je pense que vous en avez entendu parler aujourd'hui. Comme Dr. Vincenzo l'a dit, c'est un système fascinant parce qu'il va s'ajuster aux besoins. Trop, c'est comme passer, tout est une question d'équilibre, mais non seulement ça, mais il va se down-réguler ou se up-réguler selon les besoins. Fait que c'est hyper complexe, mais bon, plus on va étudier, plus on va faire de la recherche, plus on va mieux comprendre, meilleures vont être nos applications ou nos applications thérapeutiques. Je vais vous parler grosso modo des précisions en neuromodulation, en immunomodulation. L'équilibre, c'est important dans le corps humain. Un peu notre système endocannabinoïde, bien, je vais passer succinctement parce que je veux m'attarder à mon expérience clinique, ça va vous faire digérer. Et un mot sur le polymorphisme. En 2022, on ne peut plus parler de tout le monde pareil. On a une signature génétique, on a une variation génétique qui fait qu'on ne métabolise pas, qu'on ne biotransforme pas ce qui rentre dans notre bouche, que ce soit médicaments, bouffe, de la même façon. On est rendu là. De même quand on parle d'une plante, on va regarder les variations génétiques qui font que la plante va être concentrée en certains types de cannabinoïdes. Comme on a vu, il y en a une panoplie, il y en a des majeurs, des mineurs, et ils ont une activité thérapeutique. Et tout cet ensemble-là va travailler à améliorer certains symptômes, comme je vous dis, il va travailler sur le système endocannabinoïde. Les applications, on va les regarder, notre expérience depuis 2015 et les conclusions. Alors, on en a parlé, le système, je ne peux pas parler de ça, mais bon, c'est sûr que ça se recoupe, mais c'est important. Alors, les cannabinoïdes, on a notre système endocannabinoïde qui a des ligands ou qui a des molécules biochimiques, les deux principales, l'anadamide et le 2-AG. Phytocannabinoïdes dit phytoextrait. Et principalement contenant du THC et du CBD, mais vous allez voir, il y a d'autres composantes, comme on en a entendu parler, qui ont des propriétés thérapeutiques intéressantes, même si leur activité est mineure. On s'en va aussi dans les activités de microdosage. On sait qu'en pharmaco, on utilise des concentrations élevées qui éteignent des voies métaboliques. Donc, des fois, c'est les risques d'effets secondaires. Fait que quand on va en microdosage, on mime, on permet au corps de redonner un équilibre aussi dans son système endocannabinoïde. Alors, de notre expérience, même si on a fait des titrations à la hausse de cannabinoïdes pour traiter des conditions ou des patients, on est revenu en arrière souvent
dans la déprescription, puis dans la régression de dose pour maintenir un équilibre et une santé ou une condition améliorée. Les cannabinoïdes sur ordonnance, on en a parlé, le Nabilon, le Nabiximol, on a parlé du Sativex. Le Sativex, c'est des extraits de plantes. Sativex disponible en prescription, remboursé, mais très dispendieux, surtout utilisé pour les patients qui avaient la sclérose en plaques. Le système, distribution des récepteurs, qui dit distribution des récepteurs partout, dit important système de régulation, activité multisystémique, comme on peut voir les CB1, les CB2. CB1, beaucoup au niveau du système neurologique, autant au niveau du cerveau que de la périphérie. CB2, module beaucoup la réponse immunitaire, donc les organes impliqués dans l'immunité, les cellules immunitaires, vous allez voir tantôt, même présence sur certains types de globules blancs qui sont impliqués dans l'immunité. Alors, CB1, beaucoup neuroinflammation, CB2, immuno. Donc, inflammation, cancer, etc. Là, c'est un beau petit casse-tête, on en a vu des schémas. C'est compliqué, mais c'est intéressant. Moi, je fais un autre champ pratique. Je travaille en hormonothérapie, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est aussi les hormones. C'est un important système de régulation. On a des hormones dans le corps. Une des grandes hormones régulatrices, c'est l'insuline. Alors, c'est important de le comprendre parce qu'on peut agir avec des changements d'habitudes de vie et nos habitudes de vie modulent notre système endocannabinoïde aussi. Donc, considérer tout ça pour ramener un équilibre, c'est important. Alors, vous voyez la synapse, ça veut dire que c'est une cellule, c'est la connexion entre deux neurones, deux cellules nerveuses. Bien, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, je m'excuse, j'étais absente, mais il y a une rétroaction. Alors, on active notre système en postsynaptique, notre système endocannabinoïde qui libère dans la fente synaptique, c'est-à-dire la connexion entre deux neurones, qui libère un endocannabinoïde qui va agir sur les CB2, CB1. Et par le fait même, il va y avoir une activation, une libération de certains neurotransmetteurs. Le GABA et le glutamate sont deux neurotransmetteurs qui sont importants où? Dans le système nerveux autonome. Système nerveux autonome, tension artérielle, rythme cardiaque, température du corps, donc thermorégulation. Donc, important à ce niveau-là. Alors, il y a un équilibre aussi qui se fait au niveau de la neuromodulation via la libération de neuropeptides qui sont importants dans cette neuromodulation-là. À côté, je vous ai montré la complexité de tous les enzymes, toutes les molécules, les ions qui sont impliqués, le calcium est impliqué. Deux enzymes importants dans la dégradation des endocannabinoïdes, le FAAH et le MAGL. Vous allez comprendre, quand on parle de polymorphisme, tantôt je vais en glisser un mot, que ça module leur activité enzymatique. Donc, si on a des mutations, on a des variations qui impactent l'expression des gènes de ces enzymes-là, on va encore avoir une activité qui est altérée au niveau de nos enzymes d'un système de régulation. Donc, ça rajoute à la complexité de tout ça. Des heures de plaisir à lire des articles scientifiques, entre autres, et de les comprendre. Alors ici, en immunomodulation, vous voyez tout encore les molécules qui sont impliquées, les récepteurs, je vous l'ai dit, les récepteurs CB2 qui sont surtout impliqués en immunomodulation. Il y a aussi les protéines du complexe GPR, on en a parlé tantôt, et vous avez l'activité qui s'est faite au niveau à droite. Vous voyez l'activité qui s'est faite au niveau des cellules. Alors, ça peut être impliqué dans, on parle d'apoptose. L'apoptose, c'est quoi? C'est de permettre à des cellules dérégulées, entre autres des cellules cancéreuses ou des vieilles cellules qui ne veulent plus écouter, d'être éliminées ou de mourir. C'est important parce qu'il faut s'en débarrasser de ces cellules-là, parce qu'elles peuvent se développer, se diviser, se proliférer et faire des cancers. Donc, on peut penser qu'on peut avoir une activité à ce niveau-là. L'autophagie, qui est important aussi, pour détruire nos cellules qui sont un peu aussi... en tout cas, c'est des mécanismes pour éliminer ce qui ne va pas dans le corps.
antitumeur aussi, puis ça agit à plusieurs niveaux. On l'a vu tantôt dans la présentation de Dr. Vincenzo. Je l'appelle Vincenzo parce que je trouve que c'est plus classe. Alors, endocannabinoïdes, les récepteurs, ça comprend les endocannabinoïdes, les deux principaux qu'on vous a présentés, mais tout un complexe enzymatique protéique qui a des rôles à jouer. C'est impliqué dans un système de homéostase. Quand on dit homéostase, ça veut dire équilibre, qui a un rôle à jouer sur toutes ces fonctions-là. Alors, c'est multisystémique, multifonctionnel. Ça influence un paquet de fonctions qui sont nécessaires dans le corps humain et il faut s'enligner vers le garder en équilibre. C'est quand il est déséquilibré qu'on risque d'avoir des problèmes. Plus en détail, puis je vais passer assez vite, mais je trouvais que c'était intéressant. Ça explique un petit peu plus en détail l'activité de nos récepteurs. Alors, excusez, j'ai vraiment de la misère à voir. Le processus de récompense, d'apprentissage au niveau du système nerveux central, les CB1 récepteurs. L'axe HPA, c'est l'axe hypothalamo-pituitary adrenal gland. Ça, c'est toutes les hormones, de la synthèse de nos hormones qui sont impliquées aussi dans plusieurs fonctions. Le cortisol, pour maintenir l'énergie, les hormones sexuelles. Bref, c'est important parce qu'il y a un rôle entre les deux et ils interagissent entre elles, entre deux grands systèmes de modulation, de régulation qui travaillent puis qui s'influencent. Encore un degré de complexité, mais quand on comprend où on s'en va, bien, on peut mieux agir. Favoriser le sommeil, l'appétit. Au niveau de la douleur, les cannabinoïdes agissent parce que la douleur chronique, c'est complexe. Je vous ai présenté un petit schéma en bas. Alors, on a le message émal. On a une voix qui amène le message au cerveau. Et au cerveau, on a la perception de la douleur. Et on envoie un message de dire, bien, hey, éteins, inhibe. On diminue, on essaye, on a des endorphines, on a un système interne qui diminue la douleur. Mais le système endocannabinoïde, il agit au niveau de ces 4 niveaux-là. Donc, c'est important en contrôle de la douleur et principalement en contrôle de la douleur neuropathique. En périphérie, bien, l'entreposage du gras dans le foie, le tissu adipeux, donc ça a un rôle au niveau du métabolique. Obésité, on en a parlé, diabète. Bref, ça peut aider à mieux contrôler ces maladies-là qui peuvent causer des problèmes à long terme. Au niveau des CB2 récepteurs, bien, c'est les cellules B, c'est nos lymphocytes B qui sont impliqués dans l'immunité. Les lymphocytes T, qui libèrent des cytokines, c'est des médiateurs chimiques qui entretiennent l'inflammation ou qui diminuent l'inflammation au niveau des cellules. Ça diminue la phagocytose. Nos macrophages vont bouffer les déchets, vont bouffer les affaires qui ne vont pas dans le corps pour les éliminer. Alors, ça s'appelle la phagocytose. Au niveau de la région du cerveau, bien, il y a des régions au niveau des CB1 de récompense, de l'humeur, la peur, l'anxiété, la mémoire, la posture, le mouvement, bon, j'en ai parlé, inhibition de la douleur. Aussi, on a remarqué, puis j'en parle parce que hier, je donnais une conférence à Montréal sur les hormones et la santé de la femme. Et en épluchant, en revisant la littérature scientifique, je me suis rendu compte, mon Dieu, c'est complexe, mais c'est intéressant, que les estrogènes des femmes modulent le nombre de récepteurs, la concentration de récepteurs CB1 au niveau des régions du cerveau. Et que cette modulation-là varie en fonction du cycle menstruel. Donc, l'effet du THC ou du CBD chez la femme est différent de chez l'homme. Alors, en tout cas, moi, vous voyez que je suis une passionnée, là. Je vous en glisse un mot parce que alors, ça laisse la place à beaucoup d'interactions de systèmes de modulation. C'est une belle machine, la machine humaine. C'est complexe, mais c'est intéressant. Alors, au niveau ailleurs dans le corps, bien, je vous les ai présentés. Le digestif aussi, j'ai bien aimé l'effet aussi des endocannabinoïdes sur le microbiome. Ça va être... Le microbiome, c'est super important pour bien des fonctions, entre autres l'immunité.
L'être humain, pour être en santé, il faut qu'il y ait un bon système immunitaire. Puis, il faut garder un équilibre aussi entre l'inflammation et l'immunité. Toutes les maladies chroniques ils ont un dénominateur commun, c'est l'inflammation. Alors, quand on a un système immunitaire qui est en santé, on a moins d'inflammation, puis si c'est des vases communicants. Donc, c'est important de garder un équilibre et un système immunitaire en santé. Alors, au niveau des CB2, on inhibe l'activation d'un système immunitaire. Bon, agoniste, c'est anti-inflammatoire. Agoniste, ça veut dire que c'est positif, ça favorise. Antagoniste, ça enlève l'activité. Ça module la migration des cellules impliquées dans l'immunité. Puis l'apoptose, je vous ai dit que c'est un mécanisme important pour éliminer nos cellules dérégulées, qu'elles soient vieillissantes ou cancéreuses. La présence de récepteurs aussi au niveau des cellules microgliales qui sont situées au niveau du cerveau, mais c'est notre système immunitaire au niveau du cerveau. On en a au niveau du cerveau un système immunitaire. Donc, qui dit microglie, dit neuroinflammation. Donc, impact au niveau de certaines maladies qui sont neuro-inflammatoires, entre autres la sclérose en plaques. La perte des récepteurs CB2 au niveau des cellules T. Alors, augmentation de la prolifération cellulaire. Qui dit prolifération cellulaire dit division, dit peut-être en bout de ligne cancer. Augmentation de la production de certaines cytokines et diminution de l'apoptose. En plus, on ne s'en débarrasse plus de nos cellules dérégulées. Alors, leur distribution, je vous l'ai dit, entre autres dans toutes les cellules impliquées dans le système immunitaire. Les CD8, les CD4 sont importantes. Les CD8, les CD4, c'est aussi un système, les lymphocytes T impliqués dans notre défense contre les virus et, entre autres, aussi les cancers. On a des NK cells aussi, des natural killer cells, on va le voir un peu plus loin. Ces natural killer cells-là, ils sont importants. Il faut avoir un bon système immunitaire cellulaire. Qui dit infection chronique, infection virale, on pense à la COVID. Qui dit cancer, nos NK, c'est nos défenseurs de ces problèmes-là. Bon, je vais passer vite parce que je veux vraiment avoir le temps de vous parler de mon expérience clinique. Alors, on en a parlé. Alors, les deux principaux, le AEA, qui a été le système endocannabinoïde, ça ne fait pas longtemps qu'on sait que ça existe. C'est dans le milieu des années 90, fait que on a beaucoup de place à comprendre comment ça marche et comment c'est complexe aussi. Alors, vous voyez ce que ça fait, les émotions, la cognition. Quand on dit cognition, c'est mémoire, attention, concentration. Fait qu'on peut penser qu'il y a un rôle à jouer aussi dans le développement des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Alors, le corps produit sur demande. En plus, on va en produire pour nos besoins. Puis, on va le dégrader selon nos besoins. C'est intéressant, ça? C'est extraordinaire. Fait que juste assez. Et sa dégradation passe par l'enzyme qui s'appelle le FAAH. Donc, si on a un impact génétique au niveau de l'expression du FAAH, qu'est-ce qui arrive? On a une dérégulation de notre système endocannabinoïde. Ça ne marche plus aussi bien. C'est bon pour ça. Le 2AG, lui, il joue un rôle clé dans l'organisme. Il aide à réguler émotions aussi, cognition, douleur et inflammation. Il y aurait un impact sur l'excitation sexuelle aussi. On a présenté hier sur la sexualité et les cannabinoïdes. Ça aussi, j'ai découvert un monde. Et ça serait aussi celui qui est impliqué dans le système de récompense et de la faim. Donc, il pourrait y avoir aussi un rôle à jouer au niveau de l'obésité. Et il est dégradé par un enzyme aussi qui est présent au niveau synaptique ou dans nos neurones, le MAGL. Donc, qu'est-ce qui arrive quand notre système endocannabinoïde est dérégulé? Bon, on a démontré que dans certaines situations, conditions, entre autres, on appelle ça des maladies ou des conditions fonctionnelles. Ce n'est pas vraiment une maladie, mais c'est une situation qui présente des symptômes à cause d'un déséquilibre. Que ce soit le microbiote qui est déséquilibré, notre système endocannabinoïde, on essaie de comprendre d'où ça vient. Quand on parle de médecine fonctionnelle, c'est une approche où on essaie de comprendre les causes des symptômes, des maladies, puis qu'on essaie de répondre aux besoins du patient. Il faut retourner au patient, l'écouter, l'entendre, dire « Ah,
Qu'est-ce qui se passe? Se poser des questions. Alors, syndrome du côlon irritable en est un exemple. Le dysbiose, on a parlé du microbiote. Alors, c'est important parce que ça influence notre équilibre du microbiome qui est impliqué dans notre système, entre autres, immunitaire, maladies inflammatoires intestinales. Tout passe, presque tout passe par l'intestin. Alors, c'est important. Les migraines, on a démontré qu'il y avait des mutations au niveau qui pouvaient affecter l'incidence des migraines, fibromyalgie. Dépression, troubles d'anxiété généralisée, sclérose en plaques, ça a été démontré qu'il pouvait y avoir cette maladie neuro-inflammatoire qui pouvait être aidée par ou qui impliquait le système endocannabinoïde. Le TDAH, je vais vous en parler tantôt parce qu'on a de l'expérience avec plusieurs types de patients avec qui on a utilisé les phytocannabinoïdes. Les troubles du sommeil, le Parkinson et les troubles de stress post-traumatique, on sait très bien que les phytocannabinoïdes fonctionnent très bien, entre autres chez les gens de l'armée qui ont vécu des traumatismes en enlevant l'espèce de le cauchemar à répétition, les émotions négatives, ça leur permet de mieux travailler sur leurs émotions, leur thérapie, alors ça aide. Il y a des facteurs génétiques qui vont diminuer les récepteurs des endocannabinoïdes, qui vont influencer l'activité enzymatique, donc plusieurs niveaux impliqués, puis tantôt vous allez voir la complexité. Il y a aussi des habitudes de vie ou des situations qui vont dire « Hey, ça va amener un déséquilibre du système endocannabinoïde, un manque de sommeil chronique. » va déséquilibrer notre système endocannabinoïde. Une mauvaise alimentation, le stress, le manque d'exercice et la consommation d'alcool. Bon, casse-tête, polymorphisme, quelques exemples, quelques articles scientifiques, il y en a des tonnes. Et même qui ont été démontrés comme étant impliqués dans les maladies, des maladies connues, des maladies, des cancers. Jusqu'où ça va? Bien, il faut avoir plus d'études, plus de recherches. Vous allez voir, vous voyez à droite tous les enzymes qui sont impliqués dans la dégradation ou dans la formation des endocannabinoïdes. Fait qu'imaginez si on manque d'activité, bien, on arrive en bout de ligne puis on a un déséquilibre de nos endocannabinoïdes. Bon, je vous parle des cannabinoïdes, les phytos, on en a parlé, ça contient les plantes. C'est une plante, hein? Une plante, c'est une plante. Fait qu'il faut la comprendre, l'étudier. Les terpènes sont importants, mais jusqu'à quel point sont importants? Les flavonoïdes aussi qui sont importantes dans les plantes. On le sait dans les huiles essentielles, à usage thérapeutique, comment c'est important ces composantes-là. Puis toutes ces composantes-là doivent travailler ensemble et ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Alors, c'est comme s'ils travaillaient en collaboration, soit qui potentialisent les effets de nos cannabinoïdes ou qui ont un effet directement thérapeutique. Et ça, on le voit parce que à quantité égale de CBD ou de THC d'un produit, d'une compagnie ou d'une autre, on n'aura pas le même effet thérapeutique. Il y a l'effet individuel, mais l'observation d'ensemble. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même cultivar. Ce n'est pas la même composante. Il n'y a pas la même concentration des différents cannabinoïdes et non-cannabinoïdes. Une autre illustration de ce que peut contenir une plante de cannabis avec l'effet d'entourage. Dr. Vincenzo, il en a parlé, comment c'est complexe, mais comment c'est intéressant, ça agit. Ici, vous avez le CBD. Vous voyez la portion sur laquelle le cannabidiol agit au niveau des conditions ou des problèmes de santé et sur quelles molécules ou ions ou complexes enzymatiques protéiques qui est impliqué. Voilà, ça en est un exemple de toute la complexité et entre eux, comment ils agissent. Ici aussi, à droite, vous avez un petit peu aussi le plus agoniste partiel. Ça veut dire, oui, ça l'aide un peu partiellement. Des fois, ça va contre l'activité. Donc, tout est à étudier et à clarifier. Les terpènes, avec leurs propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, anti-anxiété. Certains terpènes sont meilleurs pour le sommeil. Bref, on a encore beaucoup de choses à regarder. Et en pharmaco ou en médecine, on veut toujours remettre dans le même moule, le moule de prescrire des médicaments, alors qu'on sait que c'est une plante qui a beaucoup d'effets thérapeutiques. Il faut mieux documenter, mieux caractériser et surtout observer ce que ça fait
avec une rigueur, suivre nos patients, puis voir s'il y a plus ou moins des effets secondaires, parce que ce n'est pas vrai que c'est une science one size fits all. Ce n'est pas de même, c'est de la médecine personnalisée. On doit caractériser l'effet chez chacun. Bon, en neuromodulation, voici les conditions sur lesquelles peut agir les cannabinoïdes. Bon, je vous en ai parlé au cours de l'épilepsie. Hein. On a eu beaucoup d'évidences au niveau de l'épilepsie, la sclérose en plaques. Beaucoup des études ont été faites avec le THC aussi, le cannabidiol, le CBD et autres. Reste beaucoup à venir. En Alzheimer, on sait que le CBD, entre autres, a des effets anti-inflammatoires, antioxydants, neuroprotecteurs et sur la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones. Donc, possiblement des effets à étudier à long terme. Bon, en immunomodulation, on va passer rapidement, mais je vous ai montré dans le tableau à droite toutes les particularités de la distribution des différents récepteurs sur nos cellules impliquées dans le système immunitaire. Vous voyez comment ça peut moduler de façon différente dépendamment de la composition de ce qu'on donne à nos patients. Alors, l'induction de l'apoptose, important si on pense cancer, la prolifération cellulaire, les cytokines, il y a des maladies inflammatoires aussi qui peuvent répondre aux phytocannabinoïdes. Il y a des études qui ont regardé les IgG, les IgM, les lymphocytes B. Ce sont nos anticorps qui nous défendent quand on est agressé par un agent infectieux. La phagocytose, les phagocytes, la cytolyse, les natural killer cells, je vous l'ai dit tantôt, qui sont nos cellules qui nous débarrassent des mauvaises cellules. Ils peuvent stimuler aussi, avoir une stimulation inflammatoire. Dr. Fingenzo l'a dit tantôt, ça peut être trop comme pas assez, puis de chaque côté, il faut vraiment tendre vers l'équilibre. Puis la sclérose en plaques. Bref, je passe rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Notre expérience clinique. Alors, c'est vraiment de l'observation de real world ou real road data. Je n'ai pas de statisticien, je n'ai pas les moyens de payer des statisticiens, mais ce sont nos observations cliniques. Alors, on a vu au moins au-dessus de 1500 à 2000 patients depuis 7 ans. On a traité toutes sortes de conditions. En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'un patient peut venir avec une condition X, un symptôme Y, mais ce qu'on se rend compte, comme on traite un système d'équilibre, de neuromodulation, on améliore plusieurs symptômes qui sont impliqués dans une problématique. Si on parle de douleur chronique, il va souvent y avoir un trouble de l'humeur ou il va y avoir un trouble du sommeil associé. Donc, en prescrivant une substance, on améliore 3 symptômes. On a aussi une expérience, je ne l'ai pas mis en déprescription de certaines catégories de médicaments. On y va par étapes. On n'arrête aucun médicament avant de prescrire les cannabinoïdes, mais on a eu des belles expériences chez des patients qui avaient une polypharmaco énorme. Ils se ramassent avec moins de médicaments, un peu de cannabis, puis ça fonctionne. Mais on le fait de façon avec une rigueur. Soulagé en fibromyalgie, anxiété, TDAH, ça, c'est les pourcentages évalués de soulagement qu'on fait à chaque visite de nos patients. Maladies inflammatoires aussi, que ce soit intestinale ou encore l'arthrite rhumatoïde, il y a eu de l'amélioration, au moins de 50% des symptômes inflammatoires. Troubles du sommeil, ça fonctionne très bien. PTSD, on le sait déjà, ça fonctionne. En douleur neuropathique, on a de l'expérience aussi avec des applications topiques de mélange. Alors, on mélange des huiles de CBD à l'huile de coco ou encore une crème qui pénètre au niveau cutané. Il y a eu des études qui ont été faites par certains médecins au Canada, Dr. Vincent Maïda, sur même des cancers de peau. Il a guéri des cancers de peau avec l'application de crème à base de cannabis. La dermato, le psoriasis, tous nos patients ont été améliorés. Tout. On a des récepteurs CB2 au niveau de la peau. Et beaucoup avec le CBD. Nous, on a travaillé beaucoup avec le CBD parce qu'en recherche clinique, quand on a débuté, c'était d'étudier l'effet du CBD sur des conditions médicales. Cancérologie, 10 patients, beaucoup les nausées, l'appétit, les plaies, des plaies cancéreuses. Alors, ça les a améliorées. Je ne peux pas dire que c'était... En fait, ça a amélioré les symptômes et leur qualité. Tu sais, moins de symptômes, meilleure qualité de vie dans une épreuve ou dans une condition
qui souvent mène à un décès dans certains cas. En épilepsie, très bien. En fait, j'avais un patient qui avait un cancer, qui avait un hoquet mal contrôlé, puis de l'épilepsie, finalement. Il était en cancer, mais il y avait de l'épilepsie mal contrôlée. On a fait faire des suppositoires, il était en phase palliative. Puis ça contrôlait son hoquet, puis ça lui permettait d'être mieux contrôlé au niveau de ses crises d'épilepsie, alors qu'il y avait 4 médicaments qu'il ne contrôlait pas contre l'épilepsie. Santé de la femme, on a eu des belles expériences sur la lubrification, la sensation de l'orgasme, la libido, des douleurs pelviennes. Et puis bien des femmes, l'endométriose, une maladie inflammatoire chez la femme avec du tissu qui est stimulé par les hormones, inflammation. En autisme, j'ai eu quelques patients, j'ai osé un petit peu par la bande parce que faire de la pédiatrie avec des produits à base de cannabis au Québec, quand tu es une omnipraticienne, welcome. Il faut faire attention comment on fait ça. Mais écoute, trouble de comportement, agitation, des petites gouttes de CBD, les parents l'achetaient online. Tu sais, ça reste d'observation, mais quand tu sais que ça ne te dérange pas, que c'est très sécuritaire, pourquoi pas l'essayer quand c'est l'enfer pour certaines personnes? Alors, on traite un système de régulation, plusieurs symptômes, on redonne un équilibre au système endocannabinoïde, on améliore la qualité de vie de nos patients, on traite de façon personnalisée. On doit titrer. Ce qui est intéressant avec les huiles aussi, c'est qu'on peut ajuster la dose sur mesure en fonction de l'amélioration clinique puis limiter les effets secondaires. Le cannabis médical permet de fonctionner. Combien que j'ai de patients sclérose en plaques en fauteuil roulant avec des béquilles qui se sont levés, qui sont devenus fonctionnels, ils étaient en arrêt de travail, ils ne fonctionnaient plus. Mais c'est des vraies histoires. C'est arrivé, puis on les a observées. C'est valorisant faire cette pratique-là. Des fibromyalgiques que tout le monde est allergique à parce qu'on ne sait pas comment les approcher, les traiter. Bien, on a eu des belles histoires d'amélioration. Alors, bien, je ne vous dis pas que c'est complexe. Hein? Je pense que je l'ai dit 15 fois. Qu'est-ce qui est important à retenir, là? C'est que tout est une question d'équilibre. Puis il faut tendre vers un équilibre. Alors, on essaie d'ajuster, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y a de la place à faire de la recherche clinique de qualité avec des observations, puis que ça peut être valable, surtout avec une substance que ça fait 5000 ans qu'on sait que ça marche, puis qu'il y a très peu d'effets secondaires, mais il faut encore faire de la recherche clinique. Il faut aussi regarder tout l'aspect génétique, le polymorphisme pour l'interaction avec les médicaments des patients, parce que ça passe par le foie. Nous, on est beaucoup ingérés, là. On est en médical, fait qu'on y va le plus santé possible. Alors, c'est un avenir prometteur. Puis, je pense qu'il faut avoir une approche de médecine fonctionnelle. Puis, c'est une plante. C'est une plante adaptogène qui mérite d'être regardée, utilisée, mais de façon avec rigueur, à bon escient. Mais pourquoi priver nos patients de cette avenue thérapeutique-là quand on a des évidences que ça aide? Je vous remercie.